je vais d'abord rapidement intervenir sur ces problèmes de fécondité qui soulèvent un peu l'attention notamment de certains médias et de certains spécialistes sur la hausse de la fécondité dans les pays arabes. Ensuite, je parlerai des transformations qui sont en cours dans la plupart des pays du sud de la Méditerranée. Donc, je vais commencer par vous montrer des pyramides des âges. Donc voilà, ça c'est l'Algérie. Vous voyez que ça s'est élargi au milieu, et ensuite ça a diminué, ça correspond à la baisse des naissances et à la baisse de la fécondité, et puis ça s'est élargi de nouveau. Donc, ça c'est les effectifs de naissance. Donc, on a plus de naissances. Si on regarde la Tunisie, ça commence aussi, recensement 2014, ça c'est les recensements. Ça commence aussi, ça avait un peu baissé, et puis ça. Donc il y a plus de naissances, donc un taux de natalité plus élevé, puisque le taux de natalité, c'est rapporter le nombre de naissances à la population totale, ce qui est différent de la fécondité, qui rapporte les naissances au nombre de femmes en âge de procréer, c'est-à-dire des femmes entre la puberté et la ménopause. Les démographes, pour faciliter, ils disent entre 15 et 49 ans. Voilà. Donc cette hausse des naissances peut s'effectuer sans qu'il y ait des changements de fécondité, seulement par le fait que les effectifs de femmes en âge de procréer sont plus importants. Donc ils sont plus importants, puisqu'il y a plus de femmes en âge de procréer. C'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays. Mais en même temps, ça se combine avec la fécondité, je vous montrerai après. Donc voilà, nous avons. Donc vous voyez, regardez, ça c'est les graphiques qui montrent comment le nombre de femmes en âge de procréer a d'abord baissé entre 65 et 1. Ensuite, ça a commencé à augmenter à partir de 1998, voilà. Donc vous voyez, il y a plus de femmes qui sont en âge de procréer sans que la fécondité ne change, sans que il y a plus de naissances, voilà. C'est un effet, c'est ce qu'on appelle des effets de structure. Voilà. Maintenant, la fécondité, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un effet de structure et il y a un effet qui est lié à des changements de la fécondité. Ce qu'il faut voir avec la fécondité, c'est ce qui rend les choses opaques pour les non-spécialistes, c'est comment on la mesure. Comment on mesure ça. Donc, ça peut être, on prend le nombre des naissances de l'année et le nombre de femmes en âge de procréer de l'année aussi. En fait, on a le taux global de fécondité. Mais il ne nous apprend rien. Il ne nous apprend pas grand-chose qu'est-ce qui se passe dans la société. Donc, en général, l'élément le plus important, c'est de prendre génération par génération de femmes. C'est-à-dire des femmes qui sont nées, par exemple, en 70, les femmes qui sont nées en 80, les femmes qui sont nées... Mais quand on prend génération par génération, il faut que ces femmes-là aient atteint 49 ans pour qu'on puisse savoir quelle est l'évolution de leur fécondité. Donc, si, par exemple, les femmes qui sont nées en 2000, qui rentrent en fécondité, puisque 18-19 ans, elles sont en âge de procréer, elles termineront leur cycle reproductif en 2049. Et nous sommes toujours impatients, nous, démographes et beaucoup de gens. Donc forcément, cet élément ne nous plaît pas beaucoup, parce qu'il faut être patient. Là, c'est la descendance finale. On appelle ça, c'est la descendance finale. Celle qui consiste de prendre une génération, d'attendre qu'elle termine son âge. On a la descendance finale par génération. C'est le meilleur indicateur en matière de fécondité, mais malheureusement, il a ses insuffisances qui sont liées au fait qu'il faut attendre que... donc on ne peut avoir que la fécondité des femmes qui ont terminé leur cycle reproductif, donc c'est-à-dire, si on prend, c'est-à-dire 1970... celles qui sont nées en 1970, on ne sait pas, celles qui sont nées en 80, en 75, en 85, elles n'ont pas terminé leur cycle. Donc les démographes ont inventé un indicateur qui ressemble
c'est l'indicateur conjoncturel et on a oublié le conjoncturel pour utiliser le synthétique, l'indice synthétique de fécondité. Si on dit indice conjoncturel, ça veut dire qu'il dépend de la conjoncture et ça ne plaît pas beaucoup aux démographes, tandis que l'indice synthétique de fécondité, c'est très bien. Hein, donc c'est opaque, donc c'est la fécondité. On mesure la fécondité. Hein. Donc on mesure la fécondité, regardez, et on prend, c'est-à-dire qu'on suppose, avec l'ISF, on suppose que les femmes qui rentrent en fécondité, c'est-à-dire qui sont à l'âge de 15 ans, vont avoir les mêmes taux de fécondité par âge que les générations qui les ont précédées. Hein. Puisque là, on va prendre 15 ans, combien il y a eu de naissances de femmes de 15 ans, on le rapporte à la population de 15 ans, de femmes de 15 ans. On prend à 16 ans le nombre de naissances de femmes de 16 ans, on rapporte, et c'est ce que ça donne. Vous avez les âges et vous avez les taux de fécondité. Voilà. Et vous avez en fonction... Hein, là, c'est en France. Hein, ça, c'est en France. Hein, voilà, vous avez là, c'est l'Algérie, l'Égypte, hein, la Tunisie, le Maroc. Et vous voyez tout de suite la différence entre l'Égypte et les pays du Maghreb. Hein, vous avez... Je vous expliquerai après pourquoi. Vous avez un modèle de fécondité totalement différent. Vous avez des naissances plus importantes entre 15 et 24 ans, et ensuite des naissances moins importantes après. L'Iran, c'est la même chose que l'Égypte, mais avec une fécondité plus basse. Hein. Voilà. Ça, on a... quels sont les pays? Ouais. Hop. Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie... Irak, Jordanie, etc. Vous avez le même processus qu'avec l'Égypte hein, par rapport aux pays du Maghreb. Hein. C'est des modèles, à partir de l'Égypte, en dehors du Liban et de l'Iran, en dehors de ces deux pays, vous avez des modèles, avec le Maghreb, des modèles de fécondité différents. Voilà. Donc vous voyez, vous avez les taux de fécondité par race, par tranche quinquennale. Donc vous avez 7,3, 46 pour les 15-19 ans, plus faible, et vous avez plus élevé pour les autres pays en dehors d'Iran, qui ressemble un peu, même si c'est un peu plus élevé, ça ressemble un peu, tandis que l'Irak, regardez, par rapport à l'Algérie, 7,3, c'est 82 pour 1000 femmes. Hein, la Jordanie, c'est 32 pour 1000 femmes. Le Liban est plus proche du modèle maghrébin, et ça suit. Et donc, on a ces taux, ici c'est par tranche quinquennale, donc c'est facile. On additionne pour avoir l'indice synthétique de fécondité, on additionne par tout ce qui se passe, on multiplie par 5 parce que c'est par tranche quinquennale, hein, c'est une moyenne quinquennale, et on divise par 1000, et on a, à l'époque, c'était en 2010, vous avez ça, 2,4, 2,9, 2,4, voilà. Et on calcule comme ça. On calcule comme ça. Là, l'indice synthétique de fécondité, vous avez des différences. Bon. Regardez, avant de vous expliquer qu'est-ce qui se passe, je vais passer par la mortalité. Hein? Si vous regardez ce qui s'est passé en 2003 en France, il y a eu la canicule. Hein? Et vous avez eu plus de décès que ceux qui étaient attendus. Si vous regardez les chiffres antérieurs, il y a à peu près 15 à 20 000 décès supplémentaires hein, qui sont liés à la canicule. Si on regarde la mortalité infantile, regardez les taux de mortalité, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, la mortalité a touché les personnes âgées. Donc, ce sont des décès prématurés. Donc, le taux de mortalité en 2003, il a augmenté par rapport à ce qui s'est passé. 9,1 au lieu de 8,9, 8,8. Et ensuite, il baisse 2004, 2005, 2003. C'est-à-dire qu'il y a eu des décès prématurés, puisque c'est des personnes âgées, c'est des personnes qui auraient dû décéder en 2004, 2005, 2006, 2007, hein, et qui sont finalement décédées en 2003 parce que les gens, les services médicaux et la population a été surprise par la canicule. Hein. Ce qui se passe, c'est différent. C'est des mariages qui sont repoussés. C'est des mariages qui sont repoussés. Et puisque toutes les naissances se font à l'intérieur du mariage, donc c'est les naissances qui sont repoussées. Vous voyez? Donc la baisse de la fécondité.
on va supposer que nous avons une société, elle est fictive, hein, une société fictive, où le mariage, le système matrimonial précoce, c'est-à-dire dès que les filles sont pubères, elles sont disposées. Il suffit qu'il y ait un prétendant. Hein, il suffit qu'il y ait un prétendant. Et il n'y a pas de contraception, aucune contraception, rien. C'est-à-dire, celle qui se marie, elle se met à faire des enfants. Et il y a une chose qui arrive, les filles de 15 ans, aucune ne se marie. Aucune ne se marie. Cette année-là, aucune ne se marie. Donc, pas d'enfants pour les filles de 15 ans. Zéro. Taux de fécondité, 15 ans, zéro. Donc, ils s'enlèvent du total. L'année d'après, toujours ces filles de 15 ans, elles ne se marient, qui avaient 15 ans qui ne se sont pas mariées, elles ont 16 ans, elles ne se marient pas non plus. Et la génération qui vient après ne se marie pas non plus. Celle qui a 15 ans, l'année où ils ont, même chose. 17 ans, la même chose. Donc, et au bout, c'est-à-dire le taux de fécondité des 15-19 ans, zéro. Si vous les avez tués, la fécondité totale a baissé, puisque ceux qui ont entre 15 et 19 ans n'ont pas d'enfants. N'ont pas d'enfants, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfants. Si ça se poursuit, aussi, il n'y a pas de contraception. Il n'y a pas de contraception. Hein. C'est ce qui s'est passé dans les pays du Maghreb. C'est le relèvement de l'âge au mariage. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système matrimonial à mariage précoce vers un système matrimonial à mariage de plus en plus tardif. On en parlera plus. Ce qui s'est passé, c'est que entre 1977 et pratiquement 2000 et jusqu'à présent, l'âge moyen au mariage des femmes est passé de 18 ans à 30 ans. À 18 ans à 30 ans, l'âge moyen au mariage des femmes. 18 ans à 30 ans. Donc ce qui fait, là, c'est ce qui explique l'effondrement de la fécondité, puisque les taux de fécondité aux différents âges, puisqu'il y a de moins en moins de femmes, c'est reporté. Bon. Et comme ça s'est passé pour la mortalité en 2003, elles ne peuvent pas retarder indéfiniment, elles se marient et elles font des enfants. Donc le taux de fécondité, puisque l'âge moyen à la première fécondité, à la première naissance, est de 30 ans, puisque c'est à l'intérieur les enfants naissent à l'intérieur du mariage. Il y a très peu de naissances en dehors du mariage. Hein. Donc, si elles se marient, l'âge moyen au mariage, 30 ans, l'âge moyen à la première naissance, c'est 31 ans, 30 ans. Voilà. Donc, on regarde ce qui s'est passé là en Algérie. Hein. Vous regardez, vous êtes en 2000 à 177 000 mariages, avec des taux de nuptialité, le rapport des mariages à la population, de 5,84. Et puis en 2008, 331 000 mariages, 2 fois plus, avec un taux de nuptialité presque 9,5, presque 9,6, presque 10. Et ça a continué. Donc, toutes les femmes qui avaient retardé leur mariage se sont mariées. Donc, à 30 ans, si on ne fait pas d'enfants, hein, si quand on atteint l'âge de 30 ans, on ne fait pas d'enfants, ben, la machine biologique, elle, pose problème. Donc, elle se précipite à faire des enfants, et donc, on a la hausse de fécondité. On a la hausse de fécondité. Et là, sans aucune intervention de l'État, sans politique et sans contraception. La contraception intervient, c'est la différence entre les modèles de fécondité maghrébine et le modèle de fécondité iranien. La contraception est mieux utilisée dans les pays du Moyen-Orient. Hop. Si vous regardez, j'ai mis sur ce graphique, même si leur fécondité est plus élevée, hein, même si la fécondité est plus élevée, j'ai mis l'indice synthétique de fécondité de ces différents pays en ordonnée et les âges au mariage en abscisse. Vous avez l'Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Maroc, pratiquement âge et mariage élevé, et les autres pays
sont à des mariages 22, 23, 24 ans. Ça veut dire que la baisse de la fécondité, contrairement à ce qu'on peut croire, la baisse de la fécondité dans des pays comme l'Iran, comme d'autres, est plus due à la régulation des naissances que dans les pays du Maghreb, où c'est le mariage qui est le facteur principal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effort de régulation des naissances, puisque la contraception est beaucoup utilisée. En Algérie, le programme de régulation des naissances a été d'une part tardif parce que les Algériens ont toujours considéré que l'État n'avait pas à se mêler de ce qui se passe dans les couples. Ensuite, ils n'ont pas créé de centres de planning familial, ils ont créé des centres de prévoyance maternelle et infantile. C'est-à-dire que toute la propagande qui a démarré au milieu des années 80 a été de dire, voilà, nous mettons à votre disposition de la contraception. Elle était gratuite. Hein. La contraception est gratuite. Quand les femmes s'adressent au secteur public, elles ont les moyens de contraception gratuits. Voilà. Si vous espacez les naissances, alors là, la femme sera en meilleure santé, puisqu'elle n'aura pas des naissances qui se suivent, etc. Et il est possible de mieux s'occuper des enfants. Donc les enfants seront mieux pris en charge, etc. Je ne sais pas si ça a marché, mais il y a quand même plus de 54% des femmes mariées qui utilisent la contraception moderne, pas la contraception traditionnelle. Vous savez que la France, la baisse a été précoce dans la baisse de la fécondité par rapport à tous les pays européens, par une technique simple qui ne demande rien, c'est le retrait. C'est-à-dire l'amorce de la baisse de la fécondité en France, c'est le retrait. C'est-à-dire au moment des rapports sexuels, l'éjaculation, le partenaire se retirait. Et donc la France a vu sa natalité, sa fécondité baisser par rapport à ses voisins comme l'Allemagne, l'Angleterre, etc. plus tôt. Donc c'est l'un des pays. C'est une technique traditionnelle qui est efficace, mais il y a d'autres techniques traditionnelles qui sont beaucoup moins efficaces. Voilà. Donc, bon. Alors je vais revenir une fois, j'espère. Si vous voulez, on peut prendre quelques minutes pour discuter de la fécondité et je vais revenir sur les transformations dans ces sociétés, on peut dire maghrébines et moyen-orientales. Depuis le début, c'était l'objectif, c'était celui-là. Bon, je vous ferai grâce de pas mal de trucs qui sont un peu compliqués. Oui. J'ai une petite question concernant les statistiques dans lesquelles vous avez mis l'Irak, la Jordanie. Pour l'Irak, est-ce qu'il n'y a pas un biais dû à la chute de la démographie, à la suite de la destruction de ce pays par l'Amérique et l'embargo qui a été imposé à ce pays, embargo touchant toute les médicaments et puis l'alimentation. Est-ce que ce pays mérite au moins une correction? Regardez, je vais utiliser pour l'Irak les données des Nations Unies. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'Irak, mais probablement que les Nations Unies ont fait des projections en tenant compte insuffisamment ou complètement de ce qui s'est passé. Mais je l'ai mis parce que ça correspondait un peu au modèle. Mais l'Irak, je n'ai pas travaillé sur l'Irak et pour moi, il aurait été difficile de travailler sur l'Irak puisqu'il n'y a pas de recensement, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Donc c'est les tendances antérieures qui ont été prolongées, probablement atténuées un peu, etc. Voilà. Ils ont fait des ajustements économétriques. Vous avez la division de population des Nations Unies. Dans son site, il y a des datas. Ils mettent l'ensemble des données qu'ils disposent et puis quand ils n'ont pas, ils font des estimations qui leur paraissent les plus appropriées. Bon. Encore une autre question, mais sur le Maghreb, parce que la tendance est à peu près la même. Est-ce qu'il y a une étude multidimensionnelle
sur les facteurs qui ont entraîné cette chute qui est remarquable, qui a été relevée dans une étude qui a été publiée il y a 6 ou 7 ans par 2 de vos collègues qui ont Valin et Bedidi en 2001. 2001, oui. Ouais. Vous me rappelez le nom des deux, c'est... Jacques Valin et Zahia Bedidi. Oui, mais il y a un autre, un Français qui a travaillé, économiste, démographe, qui est très médiatique, j'ai oublié son nom. Courbache, autant. Oh, bon, peu importe les noms. Toujours est-ce qu'on a fait une étude multidimensionnelle pour déterminer les facteurs qui ont contribué à cette descente, à cette baisse de la fécondité dans ces pays, parce que la cause n'est pas unique. Le facteur principal, c'est la nuptialité. Le deuxième facteur, c'est l'usage de la contraception. Vous prenez la Tunisie, dont le planning familial a été mis en œuvre en 1965. Donc en 1965, il y a un programme de régulation des naissances en Tunisie, avec une technique assez contestable, qui consistait, dès qu'une femme avait plusieurs enfants et qu'elle arrivait pour accoucher, on lui faisait signer un papier comme quoi qu'elle acceptait la ligature des trompes, la stérilisation. Donc vous avez, quand vous regardez en 80 les enquêtes qui ont été faites, vous avez 20% des méthodes contraceptives en Tunisie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui n'était pas le cas des autres pays, c'est la stérilisation. En Inde, ça a été forcé. Ça a été des méthodes coercitives en Inde pour stériliser les femmes. Mais là, c'était, on met une femme qui est en couche, qui a des douleurs, on lui dit, vous avez 4 enfants, ça suffit, vous avez... Bon, elle accepte et elles ont signé. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de stérilisation comme moyen de contraception. Donc ça, c'est le principal... mais le principal facteur aussi en Tunisie, c'est la nuptialité qui reste encore. Donc, quand on regarde la nuptialité, elle a augmenté ces derniers temps aussi. Voilà. Donc, et il y a une légère hausse de la fécondité en Tunisie aussi, une légère au Maroc, qui sont liées au fait que la nuptialité reprend. Et au fait que c'est un indicateur conjoncturel. On ne sait rien de la descendance finale. C'est-à-dire, il faut bien se dire une chose. D'ailleurs, Hervé Lebras, qui avait étudié la fécondité française et qui s'était un peu heurté à ses collègues, disait qu'avec un ISF de 1,8 tout le temps, on peut avoir une descendance finale de 2,1. Et il fait la simulation qui montre que c'est possible. Donc, l'indice conjoncturel, il nous permet d'avoir une idée sur ce qui se passe, mais on en sait, sur la descendance finale, on ne sait pas. Les Suédois qui voulaient relancer la natalité, on a appelé ça un effet d'aubaine, ont donné une prime aux femmes pour avoir un 3e enfant. Et donc, l'année d'après, etc., hop, l'ISF a augmenté. Et puis on s'est aperçu que c'était un effet d'aubaine. C'est-à-dire toutes celles qui voulaient avoir un 3e enfant ont profité de la prime, ils ont pris la prime, etc. Mais les autres qui ne voulaient pas de 3e enfant, donc du point de vue de la descendance finale, ça n'a rien changé du tout. Mais sur le moment, sur les années, là, il y a eu une hausse de la... Il faut voir, c'est des tours de... Oui. Monsieur, bon, je précise que je suis démographe aussi. Oui. Et je reviens au Maghreb, où vous nous avez montré les pyramides des âges, avec les toutes dernières générations plus nombreuses que les précédentes. Vous nous avez dit la plus grande partie de cela, la plus grande partie de l'explication, c'est l'augmentation du nombre des parents. Des femmes en âge de procréer. Des femmes en âge de procréer, exactement. Et donc, une double question. Premièrement, quel est le reste de l'explication, la petite partie. Et deuxièmement, je vous pose cette question dans le contexte suivant, c'est que je suis souvent pris à partie par des Maghrébins ou des Français, et qui me disent c'est l'influence islamiste. Moi, je ne sais pas comment on peut mesurer ça. Et je suis donc un peu sceptique, parce qu'on ne peut pas le mesurer. Non. Le deuxième aspect, c'est la nuptialité. C'est en même temps
un effet de structure et un effet de fécondité. Hein. L'effet de fécondité est lié au fait qu'il y a plus de femmes qui se marient et qui sont pressées d'avoir rapidement leurs enfants. À 30 ans, si vous n'avez pas des enfants, hein, déjà, il y a des travaux, l'intensité de la fécondité, la fertilité, diminue avec l'âge des femmes. Hein. Donc, si elles tardent trop, elles ont plus de... Donc, elles se précipitent à faire des enfants. Et donc, les taux par âge, au-delà de 30 ans, d'ailleurs, vous voulez voir les... Voilà, vous regardez en bas. Et vous regardez les femmes, ou est-ce que c'est de ce côté féminin, vous avez des femmes en âge de procréer, ça commence ça augmente. C'est par rapport aux générations antérieures, même s'il y a la mortalité a déjà fait son œuvre. Hein, mais à ces âges-là, la mortalité n'est pas plus élevée, hein, n'est pas très élevée. Et mais que l'âge au mariage a cessé de reculer. Pour le moment, il y a un début en Tunisie et un peu en Algérie. Il y a une baisse de l'âge moyen au mariage, un début qui est constaté dans les enquêtes, hein, c'est-à-dire de quelques mois, en moyenne de quelques mois, hein, ça baisse. Ce qui est tout à fait normal. Je vais tout à l'heure, j'expliquerai ce phénomène. Mais ça, c'est en même temps l'effet de structure, hein, parce que si vous regardez les recensements antérieurs, la pyramide était comme ça. Celle qui était au bas âge était élevée. Ensuite, c'était une pyramide complète. Ce qu'on appelle une pyramide. Là, ça commence à se modifier. Hein, vous voyez. Et si j'avais ramené des pyramides des âges de la France ou de la Suède, vous auriez vu que c'est une toute autre forme. Hein, c'est presque cylindrique parfois, etc. Vous avez des tout-pieds renversés, vous avez de toute autre... choses. Hein. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, c'est donc vous voyez un peu, à partir de 90, le nombre de femmes en âge de procréer. En 2010, c'est le maximum, mais ça recommence à descendre. Hein. C'est ça. Puisque le taux de fécondité par âge, c'est une fraction. Donc vous avez, par exemple, 1,15, vous avez un dénominateur et vous avez le nombre de naissances. Si vous changez, vous multipliez le taux par le dénominateur des femmes qui est plus important, vous avez plus de naissances. C'est une règle de 3 facile. Hein. Donc, nombre de naissances sur nombre de femmes en âge de procréer égale 1,15. Si le dénominateur augmente, il est multiplié par 1,15. Hein, si on passe la fraction, on passe de l'autre côté. Le nombre de naissances est plus important. Voilà, donc c'est une arithmétique assez simple. La démographie peut utiliser des instruments mathématiques très compliqués, mais les instruments arithmétiques simples, c'est très bien. Ça explique bien. Il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions concernant la fécondité. Sinon, on passe sur le gros... Il y a peut-être une petite question de ma part. Si vous pouvez. Allez-y. C'est-à-dire que, peut-être vous en parlerez après, normalement on considère que la question de l'éducation, quand les femmes sont de plus en plus accèdent à l'école, etc., la scolarisation augmente, c'est un autre facteur de retard de la fécondité. Ça, c'était une première bonne interrogation que je vous pose. Et puis, comment calculer le fait qu'être en âge de procréer, ça ne veut pas dire procréer. Mais bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le truc extrême, c'est de dire, voilà, nous sommes dans un système matrimonial à mariage précoce, où dès qu'il y a un prétendant, ça se marie. Puisqu'il n'y a pas de contraception, immédiatement, s'il n'y a pas des questions médicaux de stérilité, etc., il y a des enfants 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois après. Voilà. C'est comme ça. Donc, et c'est ce recul qui est... Dans les pays du Maghreb, j'ai caricaturé en montrant... On est passé d'un système matrimonial en montrant que l'effet du recul de l'âge au mariage, mais il y a d'autres facteurs qui sont intervenus, l'usage de la contraception, etc., sont intervenus. Je parlerai un peu tout à l'heure. Toutes les études démographiques par rapport à la fécondité, par rapport à l'éducation, montrent
que les taux de fécondité des femmes qui ont fait supérieur ou qui ont fait le secondaire complet est très inférieur, 2 à 3 fois inférieur à celles qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont fait que des études dans le système primaire. La première chose est mécanique. Le premier phénomène est mécanique. Hein. C'est-à-dire si vous allez dans l'enseignement jusqu'à 23, 24 ans, ben vous vous mariez tardivement et donc vous mettez. Ensuite, il est évident que plus on est éduqué, plus on est informé sur ce qui se passe, sur la contraception et on prend mieux. C'est Becker, comment il s'appelle, quel est son prénom, parce qu'il y a plein de Becker, j'ai oublié, Gary Becker, je crois, un Américain qui lui a théorisé. Il a théorisé sur le problème de la qualité, il a opposé la qualité aux quantités de l'enfant. Plus les revenus sont élevés, plus le niveau d'éducation, on privilégie la qualité de l'enfant, donc on en fera moins, puisqu'il faudra, surtout pour la société américaine, il faudra payer des études supérieures, et c'est pas donné, les études supérieures. Harvard, c'est entre 40 et 50 000 dollars par an, hein, l'année scolaire. Les autres universités moins prestigieuses, c'est 5 à 6 000 dollars par an, donc ça coûte. Lui, s'appuyant sur l'expérience américaine, a théorisé comme ça. Certains ont essayé d'élargir à d'autres pays. Moi, je ne suis pas très convaincu de cela parce que je considère qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent. S'il n'y a pas d'autres questions sur la fécondité, on va passer au truc plus... Donc, vous voyez ce qui s'est passé un peu dans tous ces pays, notamment les pays du Maghreb, c'est qu'il y a une baisse de la fécondité, il y a un recul, baisse de la fécondité en Algérie, au Maroc, et surtout, c'était dans les années 70, le nombre moyen d'enfants par femme, c'était autour de 7. Hein. Donc, même à 3, aujourd'hui à 3, à 3,5, c'est bien. Hein. On est dans une situation pas mal. Donc, il y a une féminisation du système éducatif, il y a un bouleversement politique grande ampleur et quelques liens avec les composantes sociales, les pratiques sociales, hein, tout ça. Donc, ce qu'il faut voir, là, je ne parle pas de transition démographique, hein, je parle de passage des sociétés du sud de la Méditerranée, pratiquement englobantes, qui englobent tous les membres de la société, qui repose sur le patrimoine, le statut et la rente. Hein, voilà, c'est sur ça les éléments fondamentaux. Et dans les composantes sociales, ce sont les cercles autour. Hein. Donc vous avez ce type de société, c'est-à-dire dans la société précoloniale et coloniale, c'est ce qu'on avait. Hein. Donc pratiquement les échanges de femmes, c'est don et contre-don. Hein. On se marie, on donne la fille, et puis l'autre... famille ou l'autre clan ou l'autre fraction tribale donne aussi sa fille en échange. Mais comme disait Bourdieu, différé. Don et contre-don différés, pas simultanés. Hein. C'est des dons et contre-dons différés. Donc vous avez les liens de sang sont dominants dans ce type de société, le népotisme, le clientélisme du point de vue politique. Vous avez une religion omniprésente hein, dans les pratiques étatiques, dans la société, dans les individus. Des solidarités familiales, tribales et régionales dominantes. Une endogamie familiale forte. Tous les pays arabes privilégient, ou non arabes et maghrébins, privilégient le mariage au sein de la famille, hein, c'est-à-dire entre cousins germains, parfois, etc. Et jusqu'à présent, ça reste relativement élevé dans pratiquement tous les pays, mais avec un autre contenu. Hein. Donc, vous avez une offre religieuse diversifiée, mais pas de liberté de choix religieux, même au sein de l'islam. Hein. Donc, vous avez... C'est-à-dire que les personnes qui naissent dans une famille, s'ils sont liés à une zawiya comme au Maghreb ou à une confrérie religieuse, ou ils sont sunnites ou chiites ou quelque chose comme ça, ils restent, ils n'ont pas de... Hein. Donc, dans tous ces pays, on trouve des chiites, des sunnites, des zawiyas d'un tel, soufis, etc. Mais quand on est dans une famille qui a telle pratique, elle connaît des enfants et continue dans ce qu'il y a. Bon. Donc, pas de liberté de choix du conjoint,
pas de liberté, c'est le groupe familial qui décide. C'est pour ça qu'on peut marier une fille à 15 ans, 16 ans, on peut marier, on les marie et on s'en débarrasse rapidement, parce que les problèmes d'honneur sont fondamentaux. Donc, c'est garder une femme célibataire longtemps, c'est des risques de porter atteinte, selon eux, à l'honneur familial. Donc, nous avons affaire à des familles complexes, polynucléaires, élargies, etc. Donc là, vous avez dans la famille plusieurs couples. Polynucléaires, c'est plusieurs couples qui vivent dans la même maison, etc. Donc, voilà. Et donc, le problème, c'est que, à tort ou à raison, moi je dis qu'ils sont en transition, c'est pas vers où, mais globalement, on peut considérer qu'ils sont plus ou moins vers des sociétés modernes où, du point de vue, la bancarisation est forte, l'entrepreneuriat est fort, la concurrence est forte, le salariat est fort, une sécularisation dans les composantes sociales, une sécularisation, une plus grande individuation, autonomisation des couples, la compétitivité qui prend, et des familles nucléaires ou monoparentales, etc. Des liens personnels sont privilégiés par rapport aux liens familiaux, etc. Donc vous avez tout ça. Donc le processus est en cours. C'est pas encore arrivé, c'est en cours. Nous sommes au milieu du gué. Au milieu du gué, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas si effectivement c'est ce type de société sur lesquelles ils arriveront, ou ils arriveront à quelque chose d'intermédiaire ou de hybride. Ce qu'on appelle les systèmes hybrides qui vont combiner tout ces trucs-là. Bon, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a bougé. Ça a bougé. Donc, la composante éducative et ses implications sur les pratiques sociales. Donc, vous avez, si vous regardez la scolarisation des filles, elle était très faible. Très faible dans le primaire. Parce que si on regarde l'expérience même française, la scolarisation dans le secondaire et le supérieur des femmes est quand même arrivée, c'est devenu important après la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même relativement limité. Mais il n'en reste pas moins que dans ces pays, ça a été difficile, la scolarisation. Ça dépend des pays. En Algérie, la revendication de scolarisation des filles, c'est entre les deux guerres mondiales. Entre les deux guerres mondiales, il y avait déjà un mouvement important de demande de scolarisation des filles. Donc, dans la population, chez les élites, chez les enseignants, ce qu'on appelait les instituteurs indigènes, etc. Il y avait donc ce qui fait, en 1962, quand le pouvoir qui est arrivé a mis en place un processus de scolarisation, de généralisation de scolarisation, il n'y a pas eu de grande opposition. Si vous prenez l'Afghanistan, quand le pouvoir favorable soviétique, favorable au système soviétique, s'est mis en place et a commencé à scolariser les filles, ils ont eu pratiquement une forte opposition de la population. Voilà. Ce n'est pas le cas dans les autres pays arabes, dans les autres pays musulmans. Ça s'est fait sans grand problème. Donc, la mixité a été introduite rapidement, dès les années 60, en France aussi. Même dans l'Algérie, qui était une partie de la France, il n'y avait pas de mixité jusqu'en 67-68. Jusqu'à l'indépendance, il n'y avait pas de mixité. Les écoles primaires de filles, les écoles primaires de garçons, lycée de filles, lycée de garçons, c'était la même chose en France. Donc, mais la mixité a démarré dès la fin des années 60 en Algérie. La mixité s'est généralisée dans le système éducatif. Donc, les relations changent. Donc, il y a la prolongation des études, et donc tout ça. Et on verra, plus les femmes sont instruites, et elles sont plus instruites que leurs frères en Algérie. Si vous regardez maintenant, depuis 2000, le rapport de force a changé, c'est-à-dire que vous avez plus de filles dans le système d'enseignement supérieur que de garçons. Aujourd'hui, sur 1 million, un peu plus d'1,6 million, les derniers chiffres, c'est 1,740 000, 2 tiers de filles, 1 tiers de garçons dans l'enseignement supérieur. Si dans une famille, vous avez 2-3 enfants et la personne qui est la plus éduquée, c'est la fille, ça change quand même dans les relations
familiale, la place. Donc, vous avez ce problème, rapport savoir-pouvoir dans la cellule familiale. Hein, donc, vous avez ça. Donc, j'ai utilisé le rapport de masculinité. Hein, c'est le nombre de garçons. Hein, c'est le nombre de garçons pour 100 filles. Hein. Donc, vous voyez comment c'était dans les années 60. Hein, 200 à 300 garçons dans l'enseignement moyen et secondaire pour 100 filles. Et puis, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Pour le Maroc, ça reste quand même plus de garçons que de filles. Pour l'Algérie et la Tunisie, à partir de 2000, ça a changé. Hein. Dans l'enseignement supérieur, c'est la même chose. Donc, vous aviez, dans le milieu des années 70, pratiquement 300 à 400 garçons dans l'enseignement supérieur pour 100 filles. Et bien voilà, vous voyez, ça a changé complètement. Hein. Il y a plus de filles que de garçons dans l'enseignement supérieur. Donc ça change pratiquement le rapport de force. Et plus de diplômés qui sortent de l'université aussi. Plus de diplômés qui sortent de l'université. Plus de diplômés femmes que de diplômés hommes qui sortent de l'université. Et quand on regarde le stock, c'est-à-dire tout ce qui s'est accumulé depuis, jusqu'à il y a quelques années, dans la population, ceux de niveau qui ont un niveau supérieur étaient les hommes, et maintenant, le stock, y compris au niveau du stock, c'est les femmes qui sont plus importantes du point de vue du niveau d'éducation. Ouais. Ça, c'est les diplômés de l'enseignement supérieur depuis 1998, vous voyez, hein, c'est le rapport de masculinité aussi, la même chose, ça descend, c'est 100. Hein. Le nombre de garçons, voilà, ça baisse. Voilà. Ça baisse énormément. Donc, vous voyez, ça a changé. La composante sociale a changé. Dans une société où vous avez tel bouleversement, ça a des incidences dans les relations sociales. Bon, donc, il faut voir. Là, je ne fais pas intervenir ni politique, ni l'islam, ni la religion, ni rien. C'est des effets mécaniques qui sont en train de s'opérer. Maintenant, ensuite, les rapports de force dans la société tiennent au fait que l'univers mental dont on hérite du milieu familial, de la société, etc., va peser dans les rapports sociaux. Hein. Il ne faut pas oublier. Mais donc, on a un système matrimonial à mariage tardif. Hein. Donc, c'est un processus de passage. On est passé d'un système matrimonial à mariage précoce vers un autre à mariage district. Donc là, ce qui s'est passé, c'est au-delà de l'éducation, au-delà du système éducatif, du fait que les filles sont éduquées, etc., c'est la neutralisation des mécanismes traditionnels de constitution des nouveaux couples. Hein. C'est-à-dire qu'avant, c'était les familles qui avaient en charge complètement la décision et la mise en œuvre, et puis progressivement, lié un peu à l'éducation, lié surtout à ce qui s'est passé dans des bouleversements considérables du point de vue des migrations internes et des migrations internationales. Les migrations internes étant très importantes, notamment dans un pays comme l'Algérie, lié un peu à la guerre, etc. Les migrations internes fait que les solidarités tribales, de clans qui existaient, qui persistaient, au-delà du fait que l'organisation économique et politique tribale avait disparu, le retard dans le mental faisait que ça restait, etc. Bon. Là, ces processus-là rendent difficile le mariage dans le don et contre-don différé, le don et contre-don différé de Bourdieu, hein, qui lui disait, Bourdieu, Sociologie de l'Algérie, 1965, qui a été réédité plusieurs fois en France, lui disait l'ancienne société a été complètement démantelée, mais il ne dit rien sur la société qui émerge. Hein. Il dit c'est terminé. L'ancienne société telle qu'on la connaissait, hein, précoloniale et en partie coloniale, a complètement été démantelée et par la colonisation et par la guerre qui s'en est suivie. Donc vous avez comment on qualifie le mariage précoce. Il est pubertaire, il est général. Il y a très peu de femmes qui ne se marient pas au moins une fois, hein, dans un système à mariage précoce, puisque c'est les familles qui se mettent d'accord, qu'ils arrivent toujours. Même quand il y a le taux de divorce élevé,
si je regarde les statistiques du début du XXe siècle en Algérie, puisqu'il y avait les statistiques, le taux de divorce était de 50%. Hein. Très fort taux de divorce en Algérie à l'époque. Ensuite, ça a baissé, c'est arrivé autour de 20%. Le taux de divorce, au fur et à mesure, ça a un peu baissé. Mais à l'époque, c'était 50%. Mais les femmes se remariaient parce que c'était les familles qui prenaient en charge et qui arrivaient toujours à trouver, avec d'autres familles, des accords qui permettaient de remarier. En plus, il y a ce qui s'est passé, c'est que le droit positif aussi a mis un peu du sien. Hein, c'est-à-dire que d'abord, premièrement, interdiction de marier les filles avant de 15 ans, ensuite c'est passé à 18 ans, etc. Bon, ça ne veut pas dire que dans les zones rurales, éloignées, etc., les familles ne mariaient pas leurs filles avant l'âge réglementaire et puis régulariser une fois que l'âge était atteint, une fois qu'ils avaient l'âge légal. Bon, ça, c'est possible. Donc, on va vers le mariage tardif. Hein, donc, c'est vers le mariage. Donc, il y a la liberté de choix qui devient de plus en plus importante et vous avez un célibat définitif. Et un âge moyen au mariage, 20 ans. En Europe, ça a démarré. Le mariage tardif, c'est le passage au mariage tardif au XVIIe siècle, dans certains pays, hein, au XVIIe. Donc vous aviez, comment il s'appelait, c'est l'anglais, attends, j'ai oublié le nom, c'est un anglais qui avait fait le travail, qui avait fait ses études et qui avait montré qu'il y avait une ligne de partage entre Saint-Pétersbourg et une ville de Bosnie, qui séparait l'Europe en deux, entre ceux qui avaient entamé le passage au mariage tardif et ceux qui étaient restés encore longtemps au mariage précoce, c'est-à-dire toute la partie est de l'Europe au-delà de cette ligne-là. Donc ce qu'il faut voir, c'est que tous ces changements-là, quels sont les mécanismes sociaux qui ont conduit à ces transformations? Donc toute la question est là. Hein. Si on a quand on donne des recensements, hein, il nous donne l'âge au mariage. On peut consulter par la méthode de... comment il s'appelle? J'oublie toujours les noms. On peut calculer l'âge moyen au mariage. On peut voir le célibat des femmes. D'ailleurs, je vais vous montrer les courbes. La baisse de la fécondité, on peut le voir ici. Mais comment ça s'est fait, le recensement? Aucun recensement ne permet. Donc, on est obligé de faire des enquêtes. Hein. Donc, on a fait une enquête en Tunisie, dernièrement, en 2016. Justement, qui posait les questions pour essayer de comprendre comment ces mécanismes se sont opérés. Hein. Donc, comment se constituent les nouveaux couples? On se pose la question. Si ce n'est pas les familles, si la famille n'a pas le monopole de la mise en couple, comment se constitue? Hein. Donc, le rôle de la famille dans le choix du conjoint, les causes qui président à l'élévation et l'allongement de la durée du célibat. Quels sont les rôles de la scolarisation, l'activité des femmes, le degré d'adhésion? Donc vous voyez, on a fait cette enquête. Donc vous voyez l'âge moyen au mariage et écart d'âge entre les conjoints. Hein, en Tunisie, au Maroc, vous avez donc en 66, l'âge moyen était de 20,8, l'âge moyen au mariage des filles. En 2004, il passe à 29,8. Et en 2014, il y a une légère baisse, 28,6. Donc il y a un processus de baisse, c'est-à-dire, au Maroc, c'est la même chose. Il était de 18 ans en 1966, il passe à 26 ans en 2004, et il baisse à 25,8 en 2014. Donc on a pratiquement, c'est anormal. Dans des sociétés comme ça, cet âge au mariage élevé est le résultat de crises de société beaucoup plus qu'autre chose. Donc, on peut dire que probablement que le processus de transition est en train d'aller vers la fin, hein, vers la fin, et donc ramener à un système matrimonial, un mariage tardif, c'est les mariages des femmes entre 22 et 26 ans. Voilà. En général, c'est comme ça. Tout en disant que par rapport, il y a d'autres changements qui sont intervenus, qui sont importants à l'échelle quand on regarde la démographie à l'échelle de la planète, c'est les naissances hors mariage. Hein? Vous prenez les pays d'Europe, la plupart des pays d'Europe,
vous avez plus de 50% des naissances qui se font en dehors du mariage. Dans les pays du Maghreb, ça reste à 0,5% des naissances. Sur 1 million de naissances, vous avez 5 à 6 000 naissances hors mariage. Donc c'est pratiquement très bas. Tandis que le mariage, en tant qu'institution, n'est pas devenu le lieu privilégié dans pays, notamment dans les pays du nord de l'Europe, le lieu privilégié de construction de la descendance et de la famille. Les gens considèrent qu'ils peuvent se passer de l'accord de la société pour faire des enfants. C'est ce que ça veut dire. C'est qu'ils... voilà. Donc vous voyez un peu comment c'est... L'Algérie, dans les différents recensements, c'est la même chose. Donc vous avez... En 1948, c'était 20 ans, ça baisse en 1966, 18,3, c'est le rattrapage qui est lié à la fin de la guerre, et ensuite ça remonte jusqu'à 29,3 en 2008, au dernier recensement qui a été fait. Les hommes, c'est passé de 25 à 33 ans, c'est resté, donc, avec des écarts d'âge qui baissent. Baissent dans les sociétés traditionnelles. J'avais fait un article qui a été publié dans les cahiers québécois de démographie sur les mariages, sur le système. Et je montrais le rôle de la polygamie et de la répudiation dans le système matrimonial. La polygamie, c'est les personnes, dans le cas du Maghreb, c'est des personnes qui ont du patrimoine, qui se marient, c'est eux, donc qui permettent le mariage précoce, puisque en donnant la dot, c'est l'homme qui donne la dot à la famille, il peut avoir 2, 3 femmes, etc. Et puis la répudiation, la dot est moins élevée pour les femmes qui ont divorcé, donc ça permet aux plus pauvres d'accéder au mariage. Donc c'était comme ça que le système se mettait en place. C'est-à-dire polygamie et répudiation marchaient ensemble donc pour assurer le mariage universel, pratiquement le mariage de tout le monde, riches et pauvres, de toutes les classes sociales, etc. Donc, là, c'est l'enquête. Donc, seules les femmes de niveau d'instruction secondaire pensent que l'âge idéal. Donc, on leur a posé, puisqu'on a un âge élevé au mariage, donc on leur a posé la question. Ça, c'est l'enquête tunisienne, ça, c'est qu'on a faite en 2016. Donc, on leur a dit, bon, quel est l'âge idéal, selon vous, au mariage, Donc, vous avez seules celles qui ont fait des études supérieures qui pensent que se marier à 25 ans ou plus, c'est bien. Donc, voilà. Pour le reste de la société, c'est les femmes. La question posée aux femmes, c'est se marier plutôt. Donc vous voyez, quand vous avez les analphabètes, elles pensent quand même que vous êtes là, c'est 20-21 ans. Donc plus de 40% des femmes enquêtées, pensent que l'âge idéal de se marier, entre 20 et 21 ans. Donc, pour les analphabètes, quand vous regardez secondaire et plus, vous avez 20-21 ans, c'est un peu moins de 10% de ces femmes qui disent l'âge idéal. Voilà. Donc, ces courbes-là sont intéressantes parce qu'elles montrent, recensement après recensement, le taux de célibat. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la proportion de célibataires des femmes, là, c'est les hommes, ça s'est élevé, mais pour les femmes, c'est la même chose. Vous voyez, célibataires de sexe mâle, ça, c'est les hommes aussi. Mais ce qui est important, le recensement de 2014, c'est que vous avez, pour les nouvelles générations, c'est plus bas que la courbe précédente, mais les anciennes générations, ça reste plus élevé. Ce qui est important, c'est que le célibat définitif est très faible. Donc vous avez, ça c'est le recensement algérien, donc vous voyez, ça montre que l'âge au mariage recule pour pratiquement tous les groupes d'âge. Pour tous les groupes d'âge, il recule. Il a reculé, et que au-delà de 30 ans, les femmes continuent à se marier, alors que quand on regarde la société algérienne d'avant l'indépendance
Une femme qui ne se marie pas à 25 ans, on considère qu'il y a un pépin et elle a du mal à trouver, même avec l'intervention familiale. On considère qu'il y a un vice caché. Donc voilà, les femmes aussi, vous voyez. Donc il y a un changement. Alors que dans les recensements, 10 ans par 10 ans, ça s'est élevé, et là, ça commence. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans la société tunisienne. Voilà. Donc on a une diversification des situations. Elle montre une grande diversification. On pose la question, c'est est-ce que vous avez refusé, pour les femmes célibataires, on leur pose la question, est-ce que vous avez refusé un prétendant, hein? Donc, bon, les hommes, il n'y en a aucun qui... Ils n'ont pas eu de prétendant. Hein. Zéro, pas de prétendant. Mais vous avez les femmes, vous avez une proportion de femmes. On vous a proposé que vous avez refusé 27%. 27, non, ça c'est les nombres. 27, en pourcentage, 5,9%. Par le passé, si les parents étaient d'accord, les filles ne pouvaient pas refuser le mariage. Hein. Donc, ouais, j'avais fait des entretiens avec des femmes universitaires, hein, des entretiens avec des femmes universitaires, et une me racontait qu'à l'âge de 20 ans, il y a eu une demande en mariage d'un gars qui était dans les appareils de l'État, je crois que c'était un officier de l'armée, etc., et les parents étaient favorables, ça c'est en Tunisie, étaient favorables à ce que le mariage, et donc les fiançailles se sont engagées hein, dans la tradition maghrébine. Donc le processus est engagé. Et puis, son père se rend compte au bout d'un certain moment qu'elle était devenue distante, etc. Il lui pose la question. Il avait fait des écoles d'ingénieurs en France, hein, le père. Il fait des écoles d'ingénieurs en France. Donc voilà. Et il lui pose la question. Il lui dit, j'ai pas envie de me marier. Et le père, c'est lui qui a pris l'initiative de rompre les fiançailles, contre l'avis de la mère qui l'a traité de tous les noms, hein, voilà, pour avoir refusé un très bon parti. Donc vous voyez le processus, comment ces changements sont opérés. Là, donc, certains, bon, vous n'avez pas trouvé la bonne personne, pour les hommes 7,1, 37,8, ça c'est les célibataires, ceux qui n'y ont pas pensé, ceux qui ne veulent pas se marier, qui se disent « je ne veux pas me marier », et ceux pour lesquels, c'est les hommes, les conditions financières, c'est-à-dire pas suffisamment d'argent pour se marier, etc. Et vous avez très peu, 12% des filles, donc vous avez ça. Donc on leur a posé aussi la question, comment, pour les femmes mariées, là on avait interrogé les femmes célibataires, ensuite on a interrogé les femmes mariées en leur demandant comment vous avez fait pour trouver votre conjoint. Hein. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a été présenté par la famille, présenté par la famille, ou qui est dans le milieu familial, hein. Donc, vous voyez, vous avez un grand nombre près de 60% quand même, de femmes qui disent qu'ils ont trouvé dans le milieu familial. Hein. Donc, vous avez des taux d'endogamie ou proches de la famille. Les taux d'endogamie familiale restent élevés. Moi, je l'interprète comme étant la roue de secours, puisque l'âge au mariage est très élevé. Et à partir un certain moment, les familles s'impatientent et ils arrivent à arracher l'accord. Et donc, ça se passe plus souvent avec un cousin du 2e ou du 3e degré dans la famille. Et voilà. Donc, vous avez celles qui... un quart, hein, qui ont eu par elles-mêmes ou parce que présentation, ce qui se passe dans tous les pays, par un ami qui présente, qui se marie. D'autres faibles par Internet, hein, très très faibles, dans la cité ou dans le quartier, 8,6% pour les femmes. Ce qui était important, c'était pour les femmes. Sur le lieu de travail, bon, on l'a fait aussi en fonction de la situation matrimoniale, marié, veuve, divorcé. Ce qui est important, c'est ça. Et donc, sur le lieu de travail aussi, très faible, 1,8%, ont trouvé leur conjoint au milieu de travail. Hein. Les mariages enrangés par la famille sont une bonne chose pour les jeunes. Donc, ce qu'on a, c'est que le degré de désaccord, quand on regarde, d'accord, tout à fait ou plutôt, d'accord,
Donc vous avez, pour ceux qui sont d'accord, 32% pour les 18-29 ans. Ensuite, plus l'âge est élevé, plus le degré d'accord est élevé. Pour les femmes, de la même manière. Donc, elles considèrent, en général, elles considèrent que dans les entretiens qu'on a eus, elles considèrent que ce n'est pas mauvais que les parents interviennent sans imposer, parce que dans les entretiens qu'on a fait après, avec un certain nombre de femmes, beaucoup, une est intéressante d'ailleurs, elle portait le voile, hijab, pas le voile traditionnel, le haïk algérien et tunisien, mais le voile tel qu'on connaît, tel que le hijab, tel qu'on connaît actuellement, pas la burqa, etc. Mais elle portait, et on lui a posé la question comment elle s'est mariée. Et elle raconte, sa cousine était institutrice. Et le directeur de l'école lui a dit, voilà, j'ai un fils, il commence à être âgé, il n'a pas trouvé, etc. Comment on fait? Elle lui dit, voilà, moi j'ai une cousine qui aussi, elle a fait des études supérieures, elle a la même formation que votre fils, ils peuvent très bien s'entendre. Mais si on lui dit, elle va refuser, ruer dans les brancards. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait une sortie scolaire. Donc pour encadrer la sortie scolaire, ils ont mis le garçon et la fille. Voilà, donc ils se sont donné rendez-vous, mais la cousine a fait un impair. Elle lui a dit, alors, il te plaît, etc. L'autre, elle lui a dit, qu'est-ce que ça... Elle lui a expliqué, c'est bien, vous pouvez vous marier. Donc, elle a rompu. Elle a rompu les relations avec le garçon parce qu'elle était énervée, à juste titre, qu'on se mêle de sa vie privée. Voilà. Et ensuite, un jour, quand elle se promenait dans la ville, à Tunis, elle le rencontre de nouveau, ils discutent, et puis ils se sont mariés comme ça. Mais c'est sans intervention de la famille, et c'est une adaptation dans certaines catégories sociales. Là, vous avez, elle est profondément religieuse, pratiquante, etc. Cette femme, ce n'est pas une moderne telle que nous les connaissons, telle qu'ils ont eu dans des minorités en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il y a toujours eu des minorités de femmes qui ont eu les libertés de faire les choix, etc. Tandis que la majorité, elle était en prise aux conditions sociales contraignantes de ces sociétés. Mais là, c'est une personne... Et parce qu'on avait organisé un atelier de formation pour les doctorantes, et il y en avait qui étaient mariées. Donc elle raconte, parce que je lui avais posé la question, parce que c'était une formation, c'est-à-dire on leur donnait on construisait avec eux des grilles d'entretien. Ensuite, on leur disait, allez passer la grille d'entretien aux personnes que vous connaissez pour voir un peu comment que ça fonctionne et tirer le sort. Elle a tenu à raconter, comment elle s'est mariée. Elle était mariée avec un colonel des services de sécurité marocains. Elle aussi, elle portait le hijab. Elle a porté le hijab, elle nous a expliqué à la mort de son père. Elle a porté, voilà. C'était traumatisme, comme ça, elle a porté. Et il y a eu une demande en mariage. Le père ne voulait pas de relation avec les services de sécurité tunisiens, donc il était absolument contre. Et elle a dit, je veux le voir. Et discuter avec lui. Donc, en voyant, elle leur a dit, non, moi je l'épouse, il me convient. À partir, elle disait, c'était un très bel homme. Donc, et c'était un parent qui avait ramené la demande en mariage de la personne, parce qu'il connaissait des parents de la fille, etc. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire ces interventions familiales, elles n'ont plus le caractère d'avant, c'est-à-dire d'autorité qui est imposée, mais il y a des interventions pour essayer de faire en sorte que le choix puisse se porter. Oui, s'il vous plaît, puisque vous êtes là, tout à l'heure, vous avez passé rapidement une carte, je pense que c'est une carte factorielle, issue d'une analyse factorielle. Oui, est-ce que vous pouvez la repasser? Et puis après, vous avez passé... Non, ça c'était... Si. Ouais, je vais vous... Voilà. Alors,
En haut, vous avez ce qui est coloré en rouge, c'est quoi? Et finances insuffisantes. C'est ça. Oui. Oui, d'accord. Non, non, mais c'est très important. Juste une petite question technique. Ces deux axes correspondent à ce qu'on appelle inertie. Vous n'avez pas une idée, non? C'est juste pour voir si les points que vous avez projetés sont bien dans le nuage Je vais vous dire. ou bien hors. Je vais vous dire. Je ne l'ai pas fait pour l'analyse factorielle en elle-même. Je l'ai fait pour C'est faire... très intéressant. Attendez, je vais vous expliquer. Je l'ai fait pour construire une typologie. Oui, oui. J'ai fait cette analyse. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle SPAD, un logiciel SPAD, qui permet de faire des classifications automatiques en passant par l'analyse factorielle. Hein? Donc, ça permet de dégager les classes. Hein? Je vais vous dire, vous allez voir, des célibataires. Donc, Voilà. quelles sont les femmes? Donc, les classes qu'on a sorties. Voilà. Donc, c'est ça qui permet de clarifier un peu la situation. Donc, les femmes instruites au chômage, sexe féminin, de 30 à 39 ans, résidant en milieu urbain, un tiers dans la région sud-est, hein, moyens financiers ou refus des prétendants, pratiques religieuses régulières, accord total pour l'égalité entre les sexes, mariage arrangé plutôt. Parce que l'analyse factorielle dépend des variables. Elle synthétise. Voilà, des Et ça, variables. on voit beaucoup plus clair que dans les tableaux. Voilà. Les femmes, oui, je suis d'accord avec vous. Mais les tableaux ont aussi leur importance. Femmes instruites en emploi, hein, donc vous avez, tout à fait, oui. Donc qui sont en accord total avec lesquels elles n'ont pas rencontré la bonne personne pour. Oui. L'analyse factorielle en créant des classes, une typologie. Oui. Voilà, ça permet de passer à ces typologies. Hein. Bon, les femmes âgées, il y a âgées de faible niveau d'instruction, il y en a quelques-unes quand même. Ah, voilà. Donc elles sont plutôt d'accord avec le mariage arrangé, plutôt d'accord avec les individus de cette classe déclarent n'avoir pas rencontré la bonne personne. Très bien. Donc vous voyez un peu. Non, aussi les hommes, la même chose, hein, on passe. Jeunes urbains, encore scolarisés, là c'est normal, croyants, non pratiquants, célibataires pour des raisons économiques. Hein. Bon. Ah, donc vous avez jeunes ruraux, croyants, non pratiquants. Je vous remercie pour ça. Deuxième et ça, dernière... c'est les personnes mariées. Hein. Non, avant, on a traité. Hein. Je vous demanderai tout à l'heure ça, mais en tête à tête. Deuxième point, quand vous comparez un pays comme la France au niveau des taux de natalité, vous avez parlé de 50% en France de naissances hors mariage. 57%. 57. Or, au Maghreb, comme d'ailleurs dans les pays du Moyen-Orient et pire encore, on ne veut pas voir les enfants qui naissent hors mariage. Et, excusez-moi, on en trouve des centaines dans les décharges, dans un certain nombre de villes. Et ça, dans la démographie officielle, on n'en tient pas compte, ce qui fait que les comparaisons sont un peu biaisées. Quand on calcule... Non, regardez, je n'ai pas comparé la situation de la France au pays des Maghreb. Ça, je ne compare pas. C'était pour donner des repères. Vous savez, je dis c'est pour donner des repères. C'est-à-dire on est passé depuis quelques décennies en Europe, un peu en Amérique, etc. On est en train de passer à de nouvelles relations sociales. Hein. C'est-à-dire qu'avant, la naissance hors mariage, c'était le bâtard jusqu'à la fin des années 50. Hein. C'était le bâtard, etc. Du point de vue de la loi, il y a eu du mal pour que l'héritage qu'ils puissent hériter avec les autres enfants qui n'étaient pas considérés comme naturels. Hein. Et même les démographes calculaient la fécondité légitime et la fécondité non légitime dans la société. Donc vous avez ça. Ça a changé. Ça a changé à partir des années 70. Et donc vous avez une situation tout à fait nouvelle du point de vue de l'organisation de la société qui est en train de se faire et de soulever des résistances. Bon. Dans les pays du Maghreb, vous avez, à partir du moment où vous avez un âge au mariage moyen de 30 ans, ça veut dire que des personnes sexuellement actives sont dans l'espace public et forcément,
c'est tout à fait normal que des rapports sexuels hors mariage. Et vous savez que la contraception, du point de vue légal, elle n'est accordée qu'aux femmes mariées, hein, jusqu'à aujourd'hui dans les différents pays. C'est-à-dire qu'on considère que la contraception des femmes célibataires, c'est l'abstinence. Hein, c'est ça ce que ça veut dire. Explicitement, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Bon, il y a des relations, et donc forcément, il y a des naissances qui se terminent par des avortements à différents stades. Et puis, effectivement, comme c'est interdit, l'avortement est interdit, on retrouve des bébés dans des décharges publiques, etc. Mais il y a entre 5 et 10 000 naissances chaque année hors mariage qui arrivent à terme et qui sont pris en charge soit par les familles, soit par la société dans le cadre d'associations qui sont mises en place dans les différents pays. Et favoriser l'adoption de ces enfants. Donc là, vous avez cette situation un peu délicate, si on peut utiliser comme ça, du point de vue de la société. C'est pas encore. C'est pour ça que je dis, c'est en voie. C'est au milieu du gué. Vers quelle société? Est-ce que c'est les sociétés telles que nous la connaissons ici, ou vers une société hybride, ou vers un nouveau type de société? On n'en sait rien. Oui, j'aurais voulu 2 petites précisions sur le slide concernant les changements démographiques et les transformations sociales, si vous pouviez l'afficher. Donc, la première, c'est, vous avez parlé de féminisation des systèmes éducatifs. Oui. Je voulais savoir ce que vous mettez là-dessous. C'est-à-dire que la féminisation du système éducatif, c'est que vous avez les enseignants, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les élèves, c'est que la majorité d'enseignants sont des femmes. C'est ça, uniquement. Dans les différents cycles. Voilà, dans les différents cycles. D'accord, très bien. À l'université, c'est presque la parité, ça commence à se rapprocher, mais sinon, dans tous les autres cycles, il y a plus de femmes enseignantes, que ce soit le secondaire, le moyen ou le primaire, il y a plus de femmes enseignantes que... C'est-à-dire que les femmes se sont investies directement. Les 2 secteurs les plus importants de l'emploi féminin, d'abord c'est lié au secteur public, c'est l'enseignement et la santé. Hein. Ça, moi je me rappelle quand je suis rentré à l'université, il y a plusieurs décennies de ça, où la présence des filles était moins nombreuse qu'aujourd'hui. Hein, les filles se dirigeaient majoritairement vers la pharmacie, le droit et la médecine. Moi, j'ai commencé à faire des études de maths. On était 115 dans l'amphi. Il y avait 2 filles. Par contre, à côté, le certificat préparatoire aux études médicales, et en pharmacie, c'était presque la parité déjà à cette époque. Pourquoi? Parce que il s'agissait de faire reculer les familles vis-à-vis de l'activité et de l'emploi. C'était plus facile à l'époque des filles de travailler en tant que médecin, pharmacienne, que d'aller travailler dans une entreprise où il y a plein d'hommes, gestion économique, etc. Donc ça a favorisé l'emploi féminin, et c'est tout à fait normal qu'elles se sont orientées, et je pense que c'est intelligent. Ensuite, comme ça a éclaté partout, et comme dans tous les pays du monde, vous savez ce que c'est la massification de l'enseignement supérieur. Malheureusement, comme on ne veut pas mettre suffisamment d'argent pour optimiser les parcours, donc on a souvent des régulations, soit par l'argent comme aux États-Unis, donc vous êtes riche, vous allez à Harvard, Berkeley, Princeton, Yale, etc., vous êtes sûr d'avoir un emploi, bien rémunéré, etc. Avant de sortir, vous avez... Mais ça casque. 40, 50 000 $ par an, donc ça fait 200 à 250 000 $ pour faire ses études. Ce n'est pas donné à n'importe qui. En France, c'est un autre système. C'est les écoles préparatoires et les écoles de commerce, polytechniques, etc., qui, elles, donnent facilement l'accès. Et vous avez les sciences sociales,
c'est plus facile. On peut mettre 300 à 400 étudiants, hein, avec un enseignant et quelques assistants pour gérer les TD. Ben, quand ils sortent, ils se débrouilleront pour trouver de l'emploi. Bon, il se trouve qu'ils arriveront toujours à trouver un emploi, pas forcément comme ils le désirent. Aux États-Unis, les gars, avec, ils appelaient ça, des licences d'histoire de l'art. Ici, ça a été pendant longtemps sciences de l'éducation, qui mènent nulle part en France. Sciences de l'éducation, ils menaient pratiquement nulle part. Ils n'avaient pas, puisque pour être enseignant, il fallait passer par les instituts, etc. Et vous avez un diplôme de sciences de l'éducation, qui va vous employer en tant que sciences de l'éducation. Et vous avez une masse de gens qui faisaient. Aux États-Unis, c'est histoire de l'art, et vous trouvez dans les McDo, dans les trucs de sécurité, etc. D'ailleurs, en France aussi, beaucoup travaillent dans les petites entreprises qui se chargent de la sécurité privée. Hein, donc, voilà. Et donc, vous aviez travaillé McDo dans les services de sécurité avec une licence d'histoire de l'art. Hein, donc, barman, souvent des barman aux États-Unis, dans les grandes villes, c'est des gens qui ont fait l'université. Hein, Donc, c'est des systèmes à deux vitesses. Ça n'échappe pas. Au Maghreb aussi, aujourd'hui, ça n'échappe pas, parce que c'est moins onéreux que des formations techniques, etc., qui exigent beaucoup d'argent, un niveau d'encadrement élevé, former des ingénieurs, des techniciens supérieurs, ça demande ça demande des moyens matériels pour la formation, etc. Et c'est plus facile d'avoir un amphi. Mon collègue à Lyon, avec lequel j'ai travaillé sur les mariages au XIXe siècle, il me dit, on a reçu de la direction du président de l'université, disons, voilà, vous allez recevoir 200 à 300 étudiants, préparez-vous pour faire des cours magistraux dans les amphis à 200, 300 étudiants. Et la réponse, il m'a dit, mais nous, on n'a pas d'amphi de 200 à 300 étudiants qui capable de contenir 200 à 300 étudiants dans l'université. Ouais. Donc le problème, c'est celui-là, c'est devant la massification, comment réagir. Si on ne met pas l'argent nécessaire, eh bien, c'est des situations comme ça. Oui, ma deuxième précision, je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Si vous mettiez le slide, peut-être que c'est écrit dessus parce qu'il est passé un peu vite, donc je passe le micro à une autre personne. Lequel ? Parce que peut-être le slide changement démographique et transformation sociétale. Il y a peut-être la réponse, mais j'ai peut-être pas eu le temps de la lire. Non. Avant, je sais pas. Voilà, c'est ça, merci. Et je passe le micro, je vais voir s'il y a la réponse qui est dedans. Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner brièvement, parce qu'on approche de la fin, quelques éléments sur l'évolution de la population aujourd'hui dans les 20, 30, 40 ans à venir de 2 ou 3 pays du Maghreb, c'est-à-dire... Oh, je n'ai pas ramené les projections. Bon, est-ce que vous avez une idée des ordres de grandeur, s'il vous plaît ? Si vous regardez l'Algérie, qui était à 11 millions au recensement de 66, aujourd'hui elle est à 40 et quelques millions. Donc on pense qu'en 2030, ce sera 50 millions d'habitants si les processus en cours en matière de natalité se poursuivent. Hein, voilà. Donc à 50, voilà. 2030, ce sera 50 millions d'habitants. Au Maroc, un peu moins, ils seront autour de 40 et quelques. Et en Tunisie, qui est une population plus faible, ça sera autour de 15 en 2030. 15 millions d'habitants. C'est-à-dire l'Égypte, elle, passera à 100 millions d'habitants. Hein. Ils sont à 90 actuellement, ils vont passer à 100 et quelques bientôt. Voilà. Ça, c'est un peu moins rapide que dans les pays d'Afrique subsaharienne où la fécondité... je ne voulais pas parler de la transition démographique. Ce qu'on appelle la transition démographique, c'est le passage d'un système démographique ancien, à régime ancien, ce qu'on appelle, avec une forte mortalité et une forte natalité, pour arriver à un nouveau régime démographique, faible natalité et faible mortalité. Hein, c'est ça. Mais entre-temps, pour que la fécondité puisse baisser, il faut que la mortalité infantile baisse énormément.
hein. Il faut que les gens se rendent compte que leur descendance est assurée sans qu'ils soient obligés de faire 5 à 6 enfants. Parce que dans le passé, il fallait faire 5, 6, 7 enfants pour pouvoir avoir 2 enfants qui arrivent à l'âge adulte. 2 à 3 enfants qui arrivent à l'âge adulte. Donc, ils avaient le temps, il fallait qu'ils aient le temps de s'assurer qu'ils auraient une descendance à l'âge adulte avec moins d'enfants, avec une mortalité infantile faible. Donc, voilà. Mais entre ce temps-là, où la mortalité a baissé et où la fécondité commence à baisser, vous avez une amplitude élevée. En Algérie, c'était 3,2%. 3,2% de taux de croissance maximum de population, c'était dans les années 60 et 70. Et aucun pays d'Europe n'a dépassé 1,5%. Dans la transition démographique européenne qui s'est opérée au 19e et au début du 20e siècle, le maximum de la croissance démographique, c'était 1,5. Donc vous voyez un peu 3,2 avec 1,5. Et en Afrique subsaharienne, c'est pratiquement plus de 3. Pratiquement dans tous les pays au-dessus de 3. Donc vous voyez un peu, c'est-à-dire cette situation. Donc il va y avoir. Donc la question d'Europe, la transition démographique, ce qu'on appelait, c'est la transition démographique européenne, c'est-à-dire la période où la croissance de la population était importante, entre le milieu du 19e siècle et le début du XXe siècle, 50 millions d'Européens ont quitté l'Europe vers l'Amérique, l'Australie, le Canada, l'Afrique, la Nouvelle-Zélande, etc. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec 1,5% maximum de taux de croissance, avec 1,5%, c'est-à-dire si les conditions économiques ne changent pas rapidement, le surplus de population va chercher à vivre ailleurs. Il y a un très bon travail qui a été fait par Cavalli Sforza. Cavalli Sforza, il a travaillé sur les chasseurs-cueilleurs du passé. Donc, il avait travaillé, il s'était aperçu que pour qu'une personne puisse vivre de la chasse et de la cueillette, il fallait 10 km² pour chaque individu. Donc, il faut un territoire. Donc, ils vivent sur un territoire où ils cueillent, ils chassent, ils pêchent, etc. Alors, technique de chasse s'améliore. Ça suffit. Donc, on taille mieux les pointes de silex, ça permet de tuer les animaux, etc. Donc, ça permet une meilleure alimentation. On chasse mieux, on a plus de gibier. Donc ce qui se passe, c'est que la mortalité diminue. Quand on est mieux nourri, etc., l'organisme résiste mieux aux maladies, etc. Donc le territoire devient insuffisant. Il appelle ça la vague d'avancée. Dès que la population s'est accrue du fait de ces petites améliorations techniques, le territoire dans lequel ils vivent, et donc forcément une partie de la population. C'est comme ça que le peuplement de la Terre s'est fait. Il s'est fait de cette manière-là. Il a appelé ça des vagues d'avancée. Les vagues d'avancée. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est-à-dire que si les conditions économiques dans un pays sont insuffisantes au moment où il y a ce qui se passe avec la transition démographique, un accroissement de population, cet accroissement, une partie de cet accroissement va chercher à vivre ailleurs. Voilà. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué, mais très rapidement, la notion répudiation oui. Et polygamie. Je voulais savoir, ça s'adresse surtout dans les milieux ruraux, j'imagine. Maintenant. Dans les milieux ruraux, j'imagine, pas en ville, parce que vous avez parlé. Non, même pas dans les milieux ruraux. Non, mais attendez, j'ai pas posé ma question, monsieur. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir le pourcentage de baisse de la polygamie, Proche-Orient, Maghreb compris. Et ce qui serait aussi intéressant, mais je ne sais pas si vous avez de chiffres, le nombre d'enfants par homme par rapport aux femmes. Parce que les femmes, les hommes ont... La fécondité des hommes, on ne calcule pas. Non, mais monsieur, les hommes qui ont plusieurs femmes, je comprends. Oui, je comprends. Vous avez compris, dans le cadre de la polygamie. Non, c'est pas calculé. On n'a pas. Il faut avoir les données. Pour faire ce calcul, il faut avoir les données, on ne les a pas. Mais ce qu'il faut voir, la polygamie, elle n'a jamais été très élevée dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, même chez les ruraux.
même surtout chez les ruraux, parce que c'est les gens riches dans ces pays. C'est différent de l'Afrique subsaharienne. Si vous prenez le Mali, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la polygamie est 30%, des femmes sont en mariage polygame, 30, 40 parfois % des femmes sont en mariage polygame. C'est différent parce que plus on avait de femmes, plus les revenus du foyer augmentaient parce qu'elles participaient à l'activité économique. Donc, c'était intéressant pour un homme d'épouser plusieurs femmes, puisque ça lui permettait d'élever le niveau de vie de la famille. Au Maghreb, non, puisque c'était l'exclusion des femmes. Et dans les pays arabes, il y avait un processus d'exclusion des femmes de l'activité. Donc, soit on est riche, et on peut avoir jusqu'à 4 femmes simultanément, soit on n'est pas riche, et même pour se marier, c'était difficile. Donc, c'est ce qui expliquait que les remariages dans ces sociétés-là de femmes étaient fréquents, possibles, parce que la dot exigeait les conditions du mariage pour une femme qui était déjà mariée sont moindres que pour une femme qui n'a jamais été mariée. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais quand on regarde aujourd'hui le monde rural, c'est très proche de ce qui se passe en milieu urbain. Hein? Je n'ai pas travaillé sur les Bédouins en Proche-Orient. Les nomades en Afrique du Nord, c'était une population très importante au moment de la colonisation. Ça s'est réduit considérablement. Il ne reste plus que quelques groupes. Déjà, 66, en 1966, pour 11 millions d'habitants en Algérie, puisque le recensement avait été bien fait, il y avait 450 000 nomades. Et maintenant, avec 40 millions, enfin disons qu'en 2008, le dernier recensement avec les 36 millions d'habitants, il y avait 250 000 nomades. Micro. Il y avait 250 000. Déjà, en nombre absolu, ça a baissé. Et en nombre relatif, dans les pays du Moyen-Orient, moi, je n'ai pas travaillé, mais quand on regarde ce qui se passe en dehors de l'Arabie saoudite, qui est un grand pays, donc, mais dans les petits pays tels que les Émirats, le Qatar, etc., où les Bédouins étaient la population principale, maintenant, vous avez des immeubles, des gratte-ciels, des trucs, etc. Les types, ils sont 4x4, c'est plus le chameau, c'est pour faire des courses, le dromadaire, c'est pour les courses, etc. Donc, c'est pour des activités de... Voilà. Il y a la vie sous la tente, a énormément reculé, oui. Je suis un remarque mathématique. Il échappe toujours dans la discussion de la polygamie. Quand on a la polygame, ça veut dire qu'il y a des hommes célibataires ailleurs. Bon, souvent, c'est oublié dans le raisonnement. Ouais. Ça veut dire soit les hommes se marient plus tard, 17 ans, puisqu'on dit 17 ans, soit certaines ne se marient pas du tout, on a des pauvres, et il n'est pas du tout évident que le nombre d'enfants par femme soit supérieur dans des sociétés polygames. Et c'est probablement inférieur, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison que ce soit supérieur. C'est pour ça que la fécondité des hommes est plus intéressante à calculer, parce que quand ils additionnent tous les... Donc ça donne un taux de fécondité des hommes élevé, et comparativement au taux de fécondité des femmes qui peut être plus faible. Oui. Ça, c'est la pari que je fais. Je n'ai pas de... Ça est légèrement plus faible. C'est féminin. Ben voilà, c'est très bien. Je vous en prie. Merci.